Le modèle de Pickman de Howard Philip Lovecraft. Pensez ce que vous voulez, Elliot. Je ne suis pas fou. Je connais bien d'autres personnes qui ont des manies bien plus bizarres que la mienne. En quoi le grand-père d'Oliver qui refuse de monter en voiture serait-il plus ridicule que moi? Je n'aime pas ce maudit métro, c'est mon affaire. De toute façon, c'est plus rapide en taxi. Autrement, nous aurions dû grimper la colline à pied depuis Park Street. Je sais que je suis de plus en plus nerveux depuis que nous nous sommes vus l'année dernière, mais ce n'est pas la peine de décortiquer la moindre de mes gestes. Dieu sait qu'il y a bien des raisons pour ça. Et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas basculer dans la démence. Voulez-vous me soumettre à la question maintenant? Je ne me souvenais pas que vous étiez aussi curieux. Après tout, je ne vois pas pourquoi je me tairais. Je vous le dois bien. Vous m'avez écrit lettre par lettre comme si j'étais un proche à l'agonie, lorsque vous avez appris que j'avais quitté la Maison des Arts et que je ne fréquentais plus Pickman. Maintenant qu'il a disparu, j'y retournerai peut-être de temps à autre, même si mes nerfs ne seront plus ce qu'ils avaient été. Non, je ne sais pas ce qu'est devenu Pickman. Et non, je n'ai pas envie de le savoir. Vous avez deviné, je suppose, que j'ai cessé de le voir parce que j'avais appris quelques secrets le concernant. C'est justement pour ça que je ne veux plus y penser. Que la police fasse son travail. De toute façon, ils n'arriveront pas à grand-chose. Personne ne leur a parlé de cette ruine qu'il a louée sous un faux nom à North End. Et même moi, je ne suis pas sûr que j'arriverai à la retrouver. Non pas que j'en ai envie, pas même en plein jour. Oui, je sais, ou alors j'ai peur de savoir pourquoi il l'a retapée. Oui, je vais vous le dire. Et vous allez vite comprendre pourquoi je ne dis rien à la police. Il faudrait que je les y amène. Mais je ne peux même pas y retourner. Même si je me rappelais du chemin, il y a quelque chose là-bas. Et maintenant, je ne peux plus prendre le métro, ou même descendre dans une cave. Oui, ça aussi, ça doit vous sembler stupide. Vous devez vous douter que si je ne vois plus Pigman, ce n'est pas pour les mêmes raisons que ces chochottes de Raid, Mino et Bosworth. Je n'ai pas peur de l'art macabre, moi. Et j'estimais que c'était un privilège de connaître un homme aussi doué que Pickman, quels que soient ses choix esthétiques. Richard Upton Pickman est le plus grand peintre que Boston ait jamais connu. Je l'ai toujours dit et je le dis encore. J'en ai toujours été convaincu, même quand il a dévoilé son festin de goules. Vous vous rappelez? C'est à ce moment-là que Mino a cessé de le fréquenter. Vous savez, Elliot, il faut avoir une connaissance approfondie de l'art et une intuition très fine quant au fonctionnement de la nature pour produire des œuvres comme celles que Pickman a créées. N'importe quel tâcheron de magazine peut barbouiller une couverture et appeler ça cauchemar, ou sabbat de sorcière, ou bien portrait du diable. Mais seul un grand peintre peut rendre ses œuvres réellement terrifiantes et authentiques. Les artistes, les vrais artistes, connaissent l'anatomie de la peur, la physionomie de la peur. Ils peuvent lier leurs tracés et leurs perspectives avec nos instincts les plus profonds et nos terreurs ancestrales. Leur contraste si singulier, leur jeu de lumière éveille en nous ce sentiment latent d'étrangeté. Je n'ai pas à vous expliquer comment une œuvre de Fuseli nous fait frissonner, tandis qu'on se mettra à rire devant la couverture d'une nouvelle fantastique à 10 cents. Ces créateurs perçoivent quelque chose qu'ils parviennent, l'espace d'un instant, à nous transmettre. Doré y parvenait, Sim y parvenait, Angarola de Chicago aussi, et Pickman y parvenait à un degré qui n'avait jamais été atteint auparavant, et que le ciel m'entende, qui ne sera plus jamais atteint. J'ignore tout de leur vision. Vous savez, dans l'art tel qu'on le perçoit en général, il y a forcément un fossé entre le vivant, les êtres dessinés, d'après nature, ou à l'aide d'un modèle, et les machins artificiels qu'un gribouilleur bâcle dans un atelier minable. Eh bien, je dirais que les artistes véritablement singuliers peuvent tirer du monde spectral dans lequel ils vivent des modèles ou des scènes toutes entières. Et ce qu'ils créent surpasse les rêveries insipides de tous leurs concurrents,
tout comme les œuvres d'un peintre inspiré par la nature surpasseront les barbouillages d'un peintre du dimanche. Mon Dieu, je ne serais plus en vie si j'avais vu ce que cet homme a vu. Mais était-ce seulement un homme? Vous vous rappelez que Pickman était particulièrement doué pour dessiner les visages. Depuis Goya, je ne pense pas que quiconque ait réussi à donner des traits ou une mimique, des expressions aussi démoniaques. Et avant Goya, il faudrait remonter à ces gens qui ont construit les gargouilles et les chimères de Notre-Dame, du Mont-Saint-Michel. Ils croyaient en toutes sortes de bizarreries, et peut-être en ont-ils déjà vu, car le Moyen Âge est une bien curieuse époque. Je me souviens que vous-même avez demandé à Pickman où diable pêchait-il ses idées et son inspiration. Vous rappelez-vous de son rire obscène d'alors? C'est en partie à cause de ce rire que Reid a rompu avec lui. Comme vous le savez, Reid s'était lancé dans l'étude de la pathologie comparée et se vantait d'avoir été initié aux arcanes d'une telle ou telle découverte biologique et évolutionniste ou de quelque syndrome mental ou physique. Il disait que Pickman le dégoûtait un peu plus chaque jour et même qu'il l'effrayait vers la fin. D'après lui, son visage et sa physionomie évoluaient de façon malsaine, inhumaine en quelque sorte. Il évoquait souvent son comportement, affirmait que Pickman était anormal, excentrique, au-delà du raisonnable. Si Reid et vous avez communiqué à ce sujet, j'imagine que vous lui avez dit que les œuvres de Pickman l'avaient remué et faisaient travailler son imagination. Je sais que c'est ce que je lui ai dit, à l'époque. Mettez-vous bien ça en tête. Ce n'est pas pour ces raisons que j'ai cessé de le fréquenter. Bien au contraire, mon admiration pour lui allait croissante. Ce festin de Ghoul était une œuvre remarquable. Comme vous le savez, le club a refusé de l'exposer et le musée des beaux-arts n'en a même pas voulu comme donation. Je peux aussi vous dire que aucun acheteur ne s'en est fait l'acquisition. Pickman l'a donc gardé chez lui jusqu'à sa disparition. Aujourd'hui, le tableau est à Salem, chez son père. Oui, vous savez qu'il est issu d'une ancienne famille de Salem. L'une de ses ancêtres était une sorcière, pendue en 1692. Je rendais souvent visite à Pickman, particulièrement après avoir commencé à travailler sur une monographie qui traitait de l'art ésotérique. Ce sont sans doute ces travaux qui me poussèrent de plus en plus. Il révéla une vraie mine d'informations et de conseils quand je m'attelai à la rédaction. Il me montra des peintures et des dessins qu'il conservait chez lui, en particulier des esquisses à l'encre de Chine, qui, à mon avis, lui auraient valu d'être exclu du club, si d'autres membres les avaient vus. Je devins rapidement adepte de son travail, passant des heures à l'écouter tel un écolier, développer des théories sur l'art et des spéculations philosophiques suffisamment saugrenues pour lui assurer une place à l'asile de Denver. Si l'on ajoute aussi le fait que de moins en moins de gens venaient le fréquenter, mon admiration sans borne l'amena à partager nombre de secrets avec moi. Et un soir, il laissa entendre que si je savais me montrer discret et faire preuve d'un peu de courage, il me montrerait peut-être quelque chose d'étonnant, quelque chose qui éclipsait le reste de ses travaux. Vous savez, me dit-il, certaines choses ne sont pas faites pour Newsbury Street, des choses qui n'ont pas leur place en ce monde et qui, de toute façon, ne sont pas concevables. Mon œuvre consiste à capter les nuances cachées de l'âme, et je ne puis y parvenir dans les quartiers petits bourgeois de cette vie artificielle. Back Bay ne ressemble pas au reste de Boston. Back Bay ne ressemble à rien, car elle n'a pas encore emmagasiné suffisamment de souvenirs, attiré assez de fantômes. Les fantômes de ces lieux sont insipides. Ce sont ceux d'un marais salant, d'une crique bien sage. J'ai besoin de fantômes humains, assez complexes pour avoir pu contempler l'enfer et saisir la signification de ce qu'ils ont vu. North End est le véritable foyer des artistes. Si les amateurs d'art étaient sincères, ils supporteraient ces taudis pour perpétuer les traditions ancestrales. Bon sang, vous ne vous rendez pas compte que ces endroits-là n'ont pas été construits, mais se sont développés. Génération après génération, des gens ont vécu, sont morts et ont ressenti là-bas à des époques
où l'on n'avait pas peur de vivre et de mourir et de ressentir. Savez-vous qu'il y avait un moulin sur Corpse Hill en 1632 et que la moitié des rues actuelles ont été créées en 1650? Je pourrais vous montrer des maisons qui ont plus de 2 siècles et demi. Des maisons qui ont vu des choses qui feraient tomber les constructions actuelles en ruine. Qu'est-ce que l'homme moderne connaît de la vie et des forces qui la dépassent? On a traité les sorcières de Salem de démentes, mais je suis prêt à parier que mon aïeul aurait pu nous apprendre bien des choses. Elle a été pendue sur Gallows Hill, sous le regard benoît de Cotton Mather. Maudit soit-il! Il craignait que quelqu'un fasse voler en éclats cette monotonie qui nous emprisonne, si seulement quelqu'un lui avait jeté un sort ou vidé son sang. Je pourrais vous montrer la maison où il a vécu, et une autre dans laquelle, malgré ses rodomontades, il était trop lâche pour entrer. Il en savait plus long que ce qu'il a écrit dans ce stupide Magnalia ou dans les merveilles du monde invisible. On dirait le titre d'un livre pour enfants. Vous savez quoi? Il y avait autrefois sous Northern End un réseau de galeries qui permettait d'accéder à toutes les maisons, au cimetière et à la mer. Malgré les procès et les persécutions de la surface, la vie continuait jour après jour. Personne ne pouvait rien y faire. Pas plus que faire taire les rires qui résonnaient la nuit en des lieux inconnus. Mon vieux, il existe encore 10 maisons construites avant 1700 et qui n'ont pas été rénovées. Je parie que pour 8 d'entre elles, on trouverait des choses bizarres dans la cave. Il ne s'écoule pas un mois sans que les journaux mentionnent que des ouvriers ont découvert des arches condamnées ou des puits qui ne mènent nulle part dans tel ou tel ancien quartier. C'est arrivé à Hunchman Street l'année dernière, pendant les travaux du métro aérien. Qui sait ce que les sorcières d'antan ont invoqué? Puis il y avait les pirates et leurs prises ramenées d'au-delà des mers, des contrebandiers, des corsaires. Et je vous le dis, les gens d'avant savaient vivre, ils se sentaient vivre. Le brave comme le sage avaient accès à d'autres mondes. Bon sang, quand je pense aux intellectuels d'aujourd'hui avec leur cerveau ramolli, même un club de soi-disant artistes tombe en pamoison devant un tableau qui jurerait dans un salon de thé de Beacon Street. Il n'y a qu'un avantage à notre époque. Nous sommes trop stupides pour nous intéresser de près au passé. Que trouve-t-on dans les archives et les guides à propos de Northern End? Sans chercher, je vous garantis que je peux vous montrer 30 ou 40 rues et autant de croisements dont pas 10 personnes ne connaissent l'existence, à part les immigrés qui s'y entassent. Et même ceux-là ne savent rien de cet endroit. Mon vieux Turber, ce sont des lieux de rêve extraordinaires qui regorgent de merveilles, d'horreurs et d'échappatoires au quotidien. Et malgré cela, pas une âme ne s'en saisit ou n'en profite. Enfin si, il y en a une. Ma quête du passé n'a pas été vaine. Je crois que je vous intrigue. Et si je vous disais que j'ai un autre atelier là-bas, où je peux percevoir l'esprit ténébreux d'anciennes horreurs, et où je peins des toiles auxquelles je ne songeais même pas à Newbury Street. Bien sûr, je n'en dis pas mot à ces mauviettes du club. Quand je pense à ce maudit Ride, qui en ce moment même doit être en train de chuchoter que je suis une sorte de monstre, une aberration dans la chaîne de l'évolution. Oui, Turber, j'ai décidé il y a longtemps que, tout comme la beauté de ce monde, la terreur doit être peinte. Et c'est pourquoi j'ai exploré des endroits où je sais, à raison, que l'horreur réside. J'ai donc loué un atelier et je pourrais compter sur les doigts de la main le nombre de blancs qui l'ont visité. Il n'est pas très éloigné du métro aérien, du moins au point de vue de la distance. Mais le temps et l'esprit les séparent de plusieurs siècles. Je l'ai acquis à cause de cet étrange mur de briques dans la cave, celui dont je vous ai déjà parlé. Tout tombe en ruine, ce qui explique pourquoi personne ne souhaite y habiter et le prix ridicule du loyer. Les fenêtres sont condamnées, ce qui me convient parfaitement. Mes travaux ne se prêtent pas à la lumière du jour. Je peins dans la cave. C'est là que l'inspiration me vient, mais l'endroit comporte d'autres pièces qui sont meublées. Le propriétaire est un Sicilien. J'ai signé le contrat sous le nom de Peter. Maintenant, si vous vous en sentez capable, je peux vous y amener ce soir. Je pense que vous aimeriez ce qui est exposé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de limite là-bas. Ce n'est pas très loin. J'y vais parfois à pied. Je préfère ne pas me faire remarquer en taxi dans un endroit pareil. Nous pouvons prendre le métro à South Station dans Battery Street. Après,
Nous n'aurons qu'à marcher un peu. Vous devez bien vous douter qu'après un tel discours, je luttais pour ne pas courir jusque dans le premier taxi libre. Nous prîmes le métro à South Station et vers minuit, nous montions les marches de Battery Street avant de longer le front de mer, au-delà du quai de la Constitution. Je ne me rappelle plus de tous les carrefours que nous avions pris, ni de quelle rue nous sommes engagés finalement, mais je sais que ce n'était pas Greenbush Lane. Nous arrivâmes dans l'une des rues les plus anciennes et les plus sales que j'ai vues de ma vie, et il fallut monter une pente désertée, flanquée de pignons en ruine, de petites fenêtres brisées et de cheminées antiques à demi écroulées qui se dressaient contre le ciel illuminé par la lune. La quasi-totalité de ces constructions devait remonter à Cotton Mather. Je repérais au moins 2 maisons à avancer, et il me semblait même avoir aperçu une maison à toit pointu, telle que l'on les construisait à l'arrivée des mansardes, même si les antiquaires affirmaient qu'il n'en restait plus aucune à Boston. Nous prîmes à gauche et quittâmes cette ruelle mal éclairée pour déboucher dans une venelle tout aussi silencieuse et plus étroite encore, dans laquelle pas une lumière ne brillait. Un instant plus tard, nous tournâmes vers la droite, dans les ténèbres. Pickman finit par allumer une lampe de poche pour révéler une ancienne porte à 6 panneaux qui semblait complètement vermoulue. Il l'ouvrit et me fit entrer dans un couloir totalement vide, sculpté de splendides boiseries en chêne sombre. Les motifs étaient simples, bien entendu, mais évoquaient puissamment l'époque d'Andros, de Phipes et des chasses aux sorcières. Il me fit ensuite franchir une porte sur la gauche, alluma une lampe à huile et me dit de prendre mes aises. Elliot, je pense être ce qu'on appelle un dur à cuire, mais je dois avouer que ce que je vis sur les murs me mit très mal à l'aise. Il y était affiché des dessins. Vous savez, ceux qu'il ne pouvait peindre, ni même montrer à Newbury Street. Je n'ai pas de limite là-bas, avait-il dit, et il avait raison. Tenez, reprenez donc un verre. En tout cas, moi, il m'en faut un autre. Je n'essaierai pas de décrire les œuvres, l'atrocité, l'horreur blasphématoire. Une incroyable abhorrence et l'abomination morale émanaient de ces touches subtiles que les mots seraient impuissants à décrire. Il n'y avait là aucune ressemblance avec les techniques saisissantes de Sydney Smine, ou les étendues transsaturniennes, les talafites lunaires qui glacent le sang dans l'étoile de Clark Hanson Smith. Les paysages ne représentaient que des cimetières, des forêts, des falaises, des bords de mer, des tunnels de briques, des pièces lambrisées ou de simples caveaux de pierre. Le cimetière de Cobb's Hill, tout proche, était le panorama le plus représenté. L'aberration et l'atrocité provenaient des sujets peints au premier plan, car Pickman, dans tout son art morbide, se concentrait principalement sur les portraits. Ces créatures étaient rarement, ou plutôt n'étaient absolument pas humaines, mais la plupart du temps s'en rapprochaient plus ou moins. La majorité des individus se tenaient sur leurs bras, leurs jambes, mais voûtés, et arboraient une expression vaguement canine. La peau avait un aspect plus ou moins caoutchouteux. Ah, quand j'y repense, ce qu'ils faisaient. Je,
Je préfère ne pas trop rentrer dans les détails. La plupart du temps, ils mangeaient. Ne me demandez pas quoi. Ils étaient parfois représentés en groupe, dans des cimetières ou dans des souterrains, et semblaient lutter pour s'adjuger leur proie, ou plutôt leur butin. Et Pickman avait représenté ces trophées humains dépourvus de regard, avec une telle éloquence. En d'autres occasions, on voyait ces choses se glisser par des fenêtres ouvertes la nuit, ou s'accroupir sur la poitrine des dormeurs pour les saisir à la gorge. L'une des toiles les représentait ululant devant une sorcière pendue à Gallows Hills, et dont le visage mort affichait une forte ressemblance avec leur faciès. Mais ne croyez pas que ce sont ces immondes créatures, ou le choix du décor qui me frappa à ce point. Je ne suis plus un gosse, et j'en ai vu d'autres. C'était leur visage, Elliot. Ces maudits visages qui semblaient lorgner hors du cadre en bavant, comme animés d'une vie propre. Bon sang, mon vieux, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient vivants. Pour animer ce cauchemar, cet infect sorcier avait étalé sur sa palette les feux de l'enfer et avait employé un bâton de sorcier comme pinceau. Passez-moi la carafe, Elliot. Il y avait ce tableau. La leçon. Pourquoi, au nom du ciel, ai-je posé mes yeux là-dessus? Écoutez-moi. Essayez d'imaginer ces monstruosités canines, accroupies en cercle dans un cimetière, en train d'enseigner à un enfant à se nourrir comme elles. La victime d'un changelin, je suppose. Vous connaissez cet ancien mythe selon lequel ces créatures surnaturelles échangent leur progéniture avec des bébés humains? Pickman montrait ce qu'il arrive à ces enfants, la façon dont ils sont éduqués. C'est alors que je commençais à distinguer une hideuse parenté entre les visages humains et ceux des monstres. Cette morbide métamorphose d'homme en créature déchue était une parodie goguenarde de l'évolution. Ces êtres descendaient de l'homme. Et dès que je me fus demandé ce qu'il advenait de leurs propres rejetons, abandonnés dans les foyers humains, mon regard se posa sur un tableau qui m'apporta la réponse. Il représentait un intérieur puritain d'époque, une pièce brillamment éclairée par des fenêtres à croisillons, meublée de sièges et de ce disgracieux mobilier du XVIIe siècle. Une famille y était installée, le père leur lisait la Bible, tous les visages exprimaient le recueillement, à l'exception d'un seul, qui affichait une dérision infernale. C'était un jeune homme, sans doute considéré comme le fils de la famille, mais en réalité engendré par ces choses maudites. C'était le changelin. Et, comble de l'ironie, Pickman l'avait représenté avec des traits extrêmement semblables aux siens. Pendant ce temps, le peintre avait allumé une lampe dans la pièce voisine, dont il tenait courtoisement la porte. Il me demanda si je voulais voir ses études modernes. Je ne parvenais pas à exprimer un avis. La terreur et le dégoût m'en empêchaient. Mais je pense qu'il comprit parfaitement ma pensée et la prit pour un éloge. Elliot, je veux que vous compreniez. Je ne suis pas de ces avortons qui se met à crier devant quelque chose d'un peu inattendu. J'ai un certain âge, de l'éducation, et lorsque nous étions en France, vous m'avez assez vu pour savoir que je ne m'effraie pas facilement. Rappelez-vous également que j'avais repris ma contenance et commencé à m'habituer à la vision de ces dessins atroces qui faisaient de la Nouvelle-Angleterre coloniale une annexe de l'enfer. Et bien malgré tout ça, je poussai un cri en entrant dans la pièce suivante, et dus m'accrocher au linteau de la porte pour ne pas défaillir. Dans la pièce précédente, ghouls et sorcières envahissaient le monde du passé, mais dans celle-ci, l'horreur déferlait sur notre quotidien. Par Dieu, que cet homme avait du talent. Il avait cette étude intitulée Accident dans le métro, dans laquelle une nuée de ces affreuses créatures se hissait depuis des catacombes inconnues à travers une faille dans le sol de la station Bowley Stone Street
et attaquait les passagers sur la plateforme. Une autre œuvre les représentait dansant parmi les tombes de Copp's Hill, dans un paysage contemporain. Et puis, il y avait plusieurs dessins de caves dans laquelle les monstres s'introduisaient par des trous et des failles dans les murs, un rictus au visage, tandis qu'ils s'accroupissaient derrière les caisses et les chaudières pour attendre leurs victimes, qui descendraient dans les escaliers. Une toile particulièrement infecte représentait ce qui devait être un carrefour à Beacon Hill. Telles des fourmis, des légions de ces créatures méphitiques surgissaient par d'innombrables trouées souterraines. Il y avait également un nombre de scènes de libation dans des cimetières, ainsi qu'une œuvre qui, pour je ne sais quelle raison, me bouleversa plus encore que les autres. Dans un caveau inconnu, les aberrations s'attroupaient en nombre autour de l'une d'entre elles, qui tenait à la main un célèbre guide touristique de Boston, dont elle faisait visiblement la lecture à haute voix. Les monstres pointaient du doigt un certain passage, et le rire qui déformait leur faciès semblait si frénétique et sonore qu'il me sembla presque percevoir les échos démoniaques. La peinture s'intitulait Holmes, Lowell et Longfellow sont enterrés au mont Auburn. Petit à petit, je me ressaisis et parvins à adapter ma vision à l'aspect diabolique et morbide de cette pièce. Je commençais à analyser certains aspects de mon extrême dégoût. Tout d'abord, je me dis que ces choses m'épouvantaient de par leur inhumanité, parce qu'elles révélaient l'infecte cruauté de Pickman. Le peintre devait être un ennemi acharné de tout le genre humain pour éprouver un tel plaisir à torturer les esprits et les corps, à profaner ainsi les édifices des hommes. De plus, j'étais terrifié par le génie de leur exécution. Cet art parvenait à convaincre. Voir ces toiles, c'était voir les démons eux-mêmes, c'était les craindre. Et le plus étrange dans cela était que Pickman était parvenu à ses fins, sans recourir à l'onirisme ni à l'étrangeté. Rien n'était flou, déformé ou stylisé. Les contours étaient nets, réalistes, leurs détails presque douloureusement précis. Et les visages, ce que j'avais eu sous les yeux, n'était pas une vision d'artiste. C'était l'enfer lui-même représenté, avec clarté et objectivité. Par le ciel, c'était l'enfer. Pickman n'était pas un rêveur, ni un romantique. Il ne cherchait pas même à le dissimuler derrière la tromperie éphémère et prismatique des rêves. Froidement, ironiquement, il exposait un monde de cauchemars stables, mathématiques et parfaitement conçus, qu'il avait vu dans son ensemble avec une admirable lucidité et sans aucun doute possible. Dieu sait quel monde il s'agit, ou en quel lieu il a pu contempler ces formes impies qui courent, trébuchent et rampent. Mais quelle qu'en soit sa source d'inspiration, une chose était certaine, Pickman était, dans tous les sens du terme, dans ses idées comme dans son art, un réaliste. Méthodique, besogneux et presque scientifique. Mon hôte me menait maintenant vers la cave, là où se trouvait son atelier, et je me préparais aux chocs inhumains que la vue d'œuvres inachevées produirait sur moi. Quand nous eûmes descendu les escaliers humides, il tourna sa lampe de poche dans un coin du vaste espace qui s'offrait à nous, révélant la présence d'un cercle de pierre qui était de toute évidence un grand puits creusé dans le sol. Nous nous approchâmes et je constatai qu'il mesurait 1,50 m de diamètre. Ses murs, épais, s'élevaient de 15 bons centimètres au-dessus du sol. Sauf erreur de ma part, c'était un bel ouvrage, remontant au XVIIe siècle. Pickman m'expliqua que c'était ce dont il m'avait parlé, en évoquant le réseau de tunnels qui parcourait la colline. Je notai, sans y accorder plus d'importance, que le puits n'était pas condamné et qu'un lourd cercle de bois le recouvrait. Je frissonnais légèrement en repensant au lieu auquel ce passage permettait l'accès, et si les histoires extravagantes de Pickman n'étaient pas que des divagations. Puis je me retournai pour le suivre.
Nous montâmes une marche et passâmes à travers une porte étroite pour nous retrouver dans une pièce de taille respectable, couverte de parquet et aménagée en atelier. Un système d'éclairage à acétylène émettait assez de lumière pour permettre de travailler. Les peintures inachevées posées sur des chevalets ou appuyées contre les murs étaient tout aussi terrifiantes que celles que j'avais vues en haut et témoignaient de la minutie de l'artiste. Les scènes étaient ébouchées avec un soin extrême et les lignes de fuite tracées au crayon indiquaient que Pickman tenait à parfaitement respecter les perspectives comme les proportions. Pickman est un grand peintre. Je le dis aujourd'hui encore, même en sachant ce que je sais. Je remarquai avec étonnement la présence d'un appareil photo posé sur une table. Mon hôte m'expliqua qu'il l'utilisait pour prendre des photos de décors, de façon à pouvoir les peindre dans les tirages de son atelier, plutôt que de devoir les transporter et de s'offrir au regard de n'importe qui. Une photographie pouvait parfaitement se substituer à un décor véritable, ajoutait-il, et il utilisait fréquemment cet appareil. Se trouver ainsi entouré de ces croquis blasphématoires et de ces monstruosités inachevées avait quelque chose de très dérangeant. Et lorsque Pickman dévoila soudainement une gigantesque toile dissimulée dans l'obscurité, je ne pus m'empêcher de hurler pour la seconde fois de la nuit. L'écho se répercuta encore et encore sous les voûtes obscures de ce caveau ancien et méphitique, et je dus lutter contre le choc en retour, qui risquait de se traduire par un éclat de rire hystérique. Dieu tout-puissant, Elliot, j'ignore la part de réel et la part de délire dans ce que j'ai vu. Je ne crois pas que le monde puisse enfanter un tel cauchemar. C'était un blasphème colossal et innommable, dont les yeux rouges luisaient et qui tenait entre ses griffes osseuses quelque chose qui devait avoir été un homme. La créature lui rongeait la tête comme un enfant ronge un sucre d'orge. Elle se tenait à demi accroupie, et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle pour en chercher une plus fraîche. Mais par le diable, cette panique irrésistible, absolue, n'était pas causée par la créature, ni par ses traits canins, ses oreilles pointues, ses yeux injectés de sang, son nez plat et ses lèvres baveuses. Ce n'était pas à cause des griffes écailleuses, du corps recouvert de mycoses, ni des pieds fourchus, même si un seul des détails que j'ai exposés aurait pu conduire quelqu'un d'impressionnable à la folie. Ce n'était pas cela, la cause. C'était la technique, Elliot. Cette maudite technique impie, surnaturelle, que je meurs sur le champ si jamais j'avais vu un tableau plus vivant. Le monstre était là devant nous. Il nous regardait et rongeait et nous regardait. Il avait fallu violer les lois de la nature pour qu'un mortel puisse peindre une telle œuvre sans modèle, sans plonger son regard dans le néant distordu où aucun mortel n'a jamais pu pénétrer sans le faire de sacrifice de son âme au démon. Un bout de papier grossièrement enroulé avait été punaisé dans un endroit encore vierge du tableau. Sans doute, pensais-je, une photographie, à partir de laquelle Pickman peindrait un décor tout aussi cauchemardesque que l'atrocité qu'il cherchait à mettre en valeur. Je tendis la main pour la déplier quand brusquement je vis mon hôte sursauter, comme si on lui avait tiré dessus. Depuis que mon cri avait fait résonner d'inhabituels échos dans cette cave, il avait tendu l'oreille, avec une attention extrême, et à présent semblait frappé d'une terreur qui, si elle n'atteignait pas la mienne en intensité, semblait beaucoup plus concrète. Il sortit un revolver et me fit signe de me taire, avant de sortir de l'atelier et de fermer la porte derrière lui. L'espace d'un instant, je ne pus bouger. Tout comme Pickman, je me mis à écouter, et il me sembla percevoir dans le lointain le bruit d'une cavalcade, ainsi qu'une série de couinements et des plaintes, dans une direction que je ne parvenais pas à déterminer. Puis il y eut un léger claquement, et je ne sais pour quelle raison me donna la chair de poule. Un claquement rapide, hésitant, dont je ne pus exprimer la signification avec des mots. On aurait dit que du bois tombait sur de la pierre ou de la brique. Du bois
Sur de la pierre? Cela me rappelait quelque chose. Mais quoi? Le bruit recommença, plus fort encore cette fois-ci. Il y eut une vibration comme si le bois était tombé de plus haut. Puis ce furent des grattements aigus. Un juron inarticulé poussé par Pickman. Le bruit assourdissant de 6 balles de revolver, tirées de façon théâtrale, un peu comme un dompteur de lion tire parfois en l'air. Puis suivit un couinement, ou un cri étouffé, et un choc. À nouveau le bois tomba sur la pierre, puis le silence tomba. Puis la porte s'ouvrit, et je l'avoue, je sursautai. Pickman réapparut, son arme encore fumante, maudissant ces rats répugnants qui infestaient l'ancien puits. Le diable, c'est ce qu'il mange, Turber. Ces vieux tunnels mènent au cimetière, à des antres de sorcières et à la mer. Mais quoi que ce soit, ils doivent en manquer, et ils avaient très envie de sortir. J'imagine que votre cri les a excités. Il faut faire attention dans ces vieilles constructions. Nos amis les rongeurs sont une nuisance, même si, de temps en temps, je trouve qu'ils ajoutent à l'atmosphère du lieu. Et voilà Elliot. Ainsi se termina notre équipée nocturne. Pickman m'avait promis de me montrer son atelier, et par le ciel, il avait tenu parole. Il me conduisit hors du dédale de petites rues, par un autre chemin, me sembla-t-il, car quand nous arrivâmes au vu d'un réverbère, nous étions dans une avenue que je crus reconnaître, bordée de rangées monotones d'immeubles et de vieilles maisons. Il s'agissait de Charter Street, mais j'étais beaucoup trop secoué pour me repérer. Le métro ne circulait plus, et nous retournâmes en ville par Hanover Street. Je me souviens du trajet. Nous tournâmes sur Tremont, puis Bacon, avant que Pickman me quitte au coin de Joy, où je rentrais chez moi. Je ne lui ai dès lors plus jamais parlé. Pourquoi? Pas si vite. Attendez qu'on nous serve le café. Nous avons assez bu, mais j'ai besoin de quelque chose de fort. Non, ce n'est pas à cause des peintures que j'ai vues là-bas, même si je vous jure qu'elles suffiraient à vous faire exclure de toutes les maisons et tous les clubs de Boston. Et je suppose que vous comprenez à présent pourquoi j'évite le métro et les caves. Mais le lendemain, j'ai trouvé quelque chose dans mon manteau. Vous vous rappelez du papier accroché sur cet affreux portrait à la cave? Ce que je croyais être la photographie d'un décor quelconque qu'il venait d'utiliser pour un arrière-plan pour son monstre. Le dernier moment de terreur est advenu, alors que je m'apprêtais à le dérouler, et j'ai dû le mettre dans ma poche sans y penser. Ah, voilà le café. Buvez-le noir, Elliot. C'est un conseil. Oui, c'est à cause de ce papier que j'ai rompu avec Pickman. Richard Upton Pickman, le plus grand artiste que j'ai connu et l'être le plus abject qui se soit jamais précipité du monde des vivants jusque dans l'abîme du mythe et de la démence. Elliot, ce vieux Raid a raison. Pickman n'est pas totalement humain. Peut-être est-il né au sein d'une ombre mystérieuse, ou peut-être est-il parvenu à ouvrir quelques passages interdits. Peu importe à présent. Il a disparu. Disparu dans ces ténèbres absolues qu'il aimait tant explorer. Attendez, j'allume les bougies. Ne me demandez pas d'expliquer, ou même d'essayer de comprendre ce qu'il y avait sur ce bout de papier que j'ai brûlé. Ne me demandez pas non plus ce que dissimulaient ces grattements d'animaux que Pickman tenait absolument à faire passer pour des rats. Certains secrets ont peut-être survécu de l'époque de Salem, et Cotton Mather a écrit bien des choses étranges, bien plus étranges. Vous savez à quel point les portraits de Pickman étaient vivants. Nous nous sommes tous demandé comment il crée ces visages. Eh bien, cette photo n'était pas celle d'un paysage. Elle montrait uniquement l'atrocité que Pickman peignait sur son horrible toile. Il s'agissait de son modèle, et le décor n'était rien d'autre que le mur de cette cave-atelier, jusqu'au moindre détail. Mon Dieu, Elliot, cette photographie représentait son modèle.
en chair et en os.